Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors ce soir, nous abordons un sujet qui est effectivement un sujet d'actualité et dont on parle souvent dans les médias, c'est celui d'intelligence artificielle, avec un développement qui est remarquable dans les dernières années et qui soulève évidemment un certain nombre d'interrogations et voire d'appréhensions sur l'utilisation de ces technologies. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Claude Roche, qui est vice-président de l'Académie de l'air et de l'espace et qui a fait, je dirais, la totalité de sa carrière pratiquement dans des sujets qui touchent de près et de loin à l'intelligence artificielle, puisque dès les années 1968, après sa sortie de l'IX, puisqu'il est sorti ingénieur de l'armement, puis après l'école des télécommunications et ensuite un doctorat d'État à Jussieu, il a tout de suite plongé, je dirais, dans l'intelligence artificielle, puisqu'il a été en charge de la recherche tant à l'IX qu'à la faculté. Et puis ensuite au laboratoire central de l'armée, où il a étudié particulièrement les sujets qui touchent à l'acquisition, à l'apprentissage artificiel, à l'interprétation et à la détection des formes. Dès l'origine, on peut dire que c'est un pionnier, et à cette époque-là, il était sur le front des conférences internationales sur ce sujet. Vous voyez donc l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui explose actuellement, mais qui a démarré effectivement dans les années 65, 70. Après, donc, il a été, disons, responsable au laboratoire central de l'armement, où il a évidemment étudié les problèmes d'intelligence artificielle, avant de passer à la direction technique des engins, où il était en charge du programme Helios, qui est le programme de satellite d'observation militaire français, qui est actuellement encore dans ses versions développées, qui est actuellement en service. Et il a été à l'origine donc des premières versions de ce satellite, depuis, je dirais, le concept initial jusqu'à la définition détaillée des premières versions. Après cette période donc très riche, il est passé à la direction de la stratégie chez Thomson CSF, puis ensuite au département aérospatial Alcatel Space. Enfin, il a rejoint le groupe Matra, où en particulier il s'est occupé d'une filiale qui était spécialisée dans les systèmes de traitement de l'image et l'exploitation des données militaires. Enfin, chez Matra, il a poursuivi comme directeur des grands systèmes de Matra, donc directement à l'époque sous l'autorité d'un personnage que nous avons connu, qui était Noël Forgeard, qui a fait sa carrière aussi à l'aérospatiale et puis ensuite à Airbus. Et enfin, donc, il a poursuivi comme directeur de la stratégie chez EADS, qui est devenu par la suite Airbus Défense et Space. Donc, pour vous dire que tout simplement que c'est une personne qui est parfaitement au fait de tous les problèmes de recherche, de développement de ces technologies, d'intelligence artificielle, et qui pourra nous éclairer ce soir, et j'espère que les questions seront riches, sur les réalités, les perspectives, ce que l'on peut attendre de l'intelligence artificielle et aussi l'aspect maîtrise de cette technologie et les appréhensions qui peuvent se faire jour dans la presse et dans le public actuellement. Voilà, Claude, je te laisse la parole. Sachant, j'oubliais de dire aussi que Claude a participé, voire écrit un certain nombre de documents et de livres scientifiques, mais aussi en partenariat avec d'autres, sur les systèmes d'information et les systèmes de commandement, et aussi sur les drones, j'ai compris. Donc, vous voyez que le panorama et la carrière a été particulièrement riche et intéressante. Claude, à toi la parole. Merci Jean-Claude. J'ai l'impression d'avoir été quelqu'un de très bien qu'en t'écoutant. Merci. ça fait plaisir. Ouais. Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que Jean-Claude vient de dire en faisant remarquer qu'il y
il y a quelque temps, j'avais lu un article qui disait que c'était honteux que le ministère de la Défense ne faisait pas de recherche en intelligence artificielle alors qu'elle devrait, alors que j'ai été détaché par le ministère il y a 50 ans pour démarrer ce genre de choses et que depuis, je vois tous les programmes qu'il utilise. C'est assez effrayant ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire dans la presse. C'est assez... Je tenais à le signaler qu'en France, on s'en occupe pas mal. Alors, je vais démarrer par un bref historique. Rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Alors, en fait, l'intelligence artificielle, le mot d'ailleurs, date de 1956. Il y a Marvin Minsky, John McCarthy et Claude Shannon, le célèbre inventeur de l'information, la théorie de l'information, qui sont réunis aux États-Unis et ils ont décidé que les ordinateurs étant là, il fallait qu'on essaye de s'approcher de l'intelligence humaine. Voilà, la conférence de Dartmouth. Alors après, il y a quelqu'un qui s'appelle Rosenblatt qui s'est dit on va faire des neurones. Bon, et les neurones à l'époque, comme les ordinateurs, ceux qui ont des téraoctets de données, à l'époque ils avaient plutôt des kilooctets. Avec ça, on ne pouvait pas faire grand-chose, je me souviens très bien. Et donc tout ce qu'on pouvait faire comme neurone, c'était une fonction linéaire, hein, y égale à x1 plus bx2 plus cx3. Et on regardait si on adaptait les trois coefficients pour savoir si on avait détecté telle et telle chose. Autant vous dire que ça ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, ils ont très vite démontré que ça ne pouvait pas marcher, en particulier Marvin Minsky et John McCarthy. En France, on a démarré 9 ans après, en 1965, on a démarré les études avec Jacques Pitrat. Alors les dessins ne marchent pas parce que mon ordinateur à Paris n'est pas forcément le même, et donc il y a des mots qui ont disparu. Enfin, il faut lire Jacques Pitrat, qui existe toujours, qui est quelqu'un de remarquable, Jean-Claude Simon, et première thèse de doctorat en IA en France en 1972. En fait, c'était la mienne, hein, que j'ai passée à l'époque. Alors, alors, en 1970, les industriels prennent de l'importance. On commence à faire des études sur les reconnaissances d'empreintes digitales, lecture automatique de caractères. Et on a deux écoles qui se font jour à l'époque et qui ne parlent pas beaucoup, ceux qui font de la reconnaissance des formes et ceux qui font de l'intelligence artificielle pure. Ils appelaient ça intelligence artificielle pure. Alors les premiers, c'était plutôt des probabilités et par des calculs de probabilité, on essayait de reconnaître les concepts, les formes, etc. Et les autres, c'était démontrer des théorèmes, jouer aux échecs, etc. Et depuis ce temps-là, les deux écoles seront fusionnées, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Alors, il se trouve que, et c'est ça qui a quand même considérablement fait améliorer les choses, les idées sont à peu près les mêmes, hein, depuis 30 ou 40 ans, on sait à peu près ce que c'est qu'une forme, qu'est-ce que ça veut dire démontrer, etc. Par contre, le support informatique s'est considérablement développé. Alors, en particulier, Yann LeCun, il faut en parler, qui a inventé avec d'autres Américains, lui est français, mais enfin, il était aux États-Unis, ils ont inventé le deep learning, on en parlera tout à l'heure. Et les ordinateurs ont augmenté les capacités en multipliant leurs capacités de manière considérable. En 2012, les GPU qui étaient fabriqués pour les jeux, hein, vos enfants ou petits-enfants jouent devant les ordinateurs. Il faut absolument des ordinateurs qui pédalent comme des fous. 1000 milliards d'opérations par seconde en 2012, ce qui est absolument effrayant. À partir de là, toutes les idées, on peut les programmer et on arrive à des choses incroyables. On est arrivé donc à gagner contre les champions. Et j'ai lu un article il y a encore quelques mois qui montrait que Kasparov disait « Ah ben non, c'est terminé maintenant, le champion est une machine, c'est plus nous. » Et on apprend en regardant les machines jouer comment il faut jouer. Et c'est par rapport aux machines, la référence c'est maintenant les machines et c'est plus nous, ce qui est assez extraordinaire. Alors maintenant qu'il y a une espèce d'explosion, quel avenir? Alors donc j'ai dit tout à l'heure il y avait deux disciplines, reconnaissance des formes, ça voulait dire
voir, entendre et comprendre, et faire que l'ordinateur fasse ça. Et puis l'intelligence logiciste, c'est le mot, bon, c'est trouver des solutions à certains problèmes de manière logique, avant de fusionner progressivement en comprenant, avec l'idée que comprendre est proche d'agir intelligemment, évidemment. Reconnaissance des formes d'abord. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une forme? Alors ça, c'est important. Quand on regarde, c'est dans le livre que je suis en train d'achever en ce moment, la présentation est un résumé de ce bouquin d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une forme? J'imagine un martien qui débarque de sa planète et qui se retrouve sur la plage à Saint-Tropez et qui voit ce qu'on appelle, nous, une régate, mais lui, il ne sait pas du tout ce que c'est, évidemment. Et il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, il voit déjà un truc qui est continu, qui est bleu, avec du bruit. Bon. Et puis en haut, c'est bleu, avec un peu de bruit, mais c'est un peu plus clair. Bon, très bien. Et puis sur le bleu un peu plus foncé, il voit des zones qui sont bleues et claires, et avec un trait. Bon. Et ces traits, il s'aperçoit que ces traits, eh bien, par hasard, tiens, ça forme un triangle, c'est des voiles. C'est-à-dire qu'il est en train, peu à peu, dans son imaginaire, de construire la forme voilier en détectant sur les, je dirais, sur sa rétine, sur ses yeux, hein, eh bien, des formes continues. Ensuite, quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est un contour. Ce contour sort de l'ordinaire, il est droit. Et il y a quelque chose en plus qui sort encore plus de l'ordinaire au niveau au-dessus, c'est le triangle, parce que les segments forment des angles, etc. Et les triangles s'associent et ils constatent que dans d'autres, je dirais, endroits du golfe de Saint-Tropez, eh bien, il y a des formes du même style. Voilà. Alors là, on vient de définir ce que c'est qu'une forme. Et une forme, c'est quoi? C'est en fait quelque chose qui, je reviens en arrière, c'est quelque chose qui, de manière hiérarchique, hein, je vais plutôt aller ici, là, vous voyez, tout à fait en bas, les formes élémentaires, c'est le contour, bord rectiligne, triangle, etc. Et, voilà. Et puis, au niveau un peu plus élevé, l'association de ces triangles trapèzes donne le phoque, la grand voile, le voilier, etc. Et plus haut, eh ben, on voit que les voiliers sont ensemble, forment une régate. Et les régates, c'est toujours dans la même direction. On en déduit quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi. C'est la notion de vent qui pousse les voiliers, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une arborescence extrêmement complexe entre le signal de base, les formes élémentaires, les formes normales, je dirais, et les concepts intellectuels. Et c'est chaque fois, pour passer d'un niveau à l'autre, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puisque ça sort de l'ordinaire, c'est parce qu'il y a une relation entre les formes élémentaires en dessous pour former justement cette forme qui sort de l'ordinaire. Et à la fin, les concepts, c'est la même chose. Quand il y a des choses comme Einstein qui découvre qu'il y a des choses qui sont bizarres dans la physique, je dirais, classique newtonienne, avec la vitesse de la lumière, il se dit il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et il réinvente un concept nouveau, hein, qui relie différemment je dirais, les lois de la physique, et il arrive à la théorie de la relativité. Donc cette structure, c'est cette structure-là qu'il faut gérer par l'ordinateur si on veut détecter les formes, les décrire, les inventer donc, et les reconnaître une fois qu'on les voit de nouveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est valable pour la vue, c'est valable aussi pour le son. Dans le son, l'oreille reçoit des informations. Dans ces informations-là, là, on a prononcé I, la U, la A. Ça, c'est le spectre. Et dans le spectre, il y a des fréquences qui sont énergétiques. Eh bien, le I, les fréquences énergétiques sont là, là et là, aux fréquences qui sont indiquées là. Le U, c'est plutôt ici, là et là. Et le A est beaucoup plus réparti à des, je dirais, là,
là, les fréquences qui sont là ne sont pas les mêmes que celles qui sont là, si vous voulez. Celle-là, c'est un peu la même chose, mais ici, c'est beaucoup plus complexe. Eh bien, là, il y a une forme élémentaire qui sont ce qu'on appelle les formants dans la reconnaissance des sons. Et c'est l'assemblage des formants qui donne les phonèmes. L'ensemble des phonèmes donne des mots, l'ensemble des mots donne des phrases et des formes et des concepts. On arrive à la même chose. Et quand notre martien s'aperçoit qu'il y a un humain à côté de lui qui parle, et il s'aperçoit qu'il y a les sons voiliers qu'il prononce, il met en correspondance le son voilier avec la forme qu'il voit, et il se dit il doit y avoir quelque chose de réel, il doit y avoir un concept qui correspond à ce que j'entends et à ce que je vois. Voilà. Donc, reconnaissance des formes, il faut donc creuser tout ça, et c'est le débat donc, que les chercheurs ont fait depuis des décennies, qu'on ait des ordinateurs ou pas d'ailleurs, puisqu'on a commencé à s'occuper de la reconnaissance de la parole et la reconnaissance de forme bien avant qu'il y ait des ordinateurs, en essayant de construire des systèmes électroniques qui faisaient ce genre de travail. Alors, là, il y a un peu de philosophie. Hein, voilà. L'ensemble de ces formes et concepts donne une représentation du monde extérieur à l'homme, à l'être vivant et à la machine. C'est le seul moyen de sentir et de comprendre la réalité, et le seul. Et Platon l'avait déjà dit à son époque, il y a déjà pas mal d'années. Et ils n'avaient pas d'ordinateur, lui. Bon, ensuite, maintenant que on sait, on comprend à peu près ce que c'est qu'une forme et ce que ça veut dire faire reconnaître une forme par un ordinateur, qu'est-ce que les industriels, derrière les chercheurs, ont fait? Alors là, moi, je suis admiratif de ce qu'a fait Morpho. C'est un laboratoire à Fontainebleau en 1967 qui se sont dit on va essayer de travailler sur la reconnaissance d'empreintes digitales. Ils ont fondé une société, Morpho, rachetée par Sagem. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, elle a été rachetée par Advent et BPI France avec fusion-ouverture. Et ils ont 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8600 personnes. Et ils vendent au FBI. Le FBI est équipé par leur système. Et Interpol, l'Inde, la police de New York, etc. Donc, c'est quand même, il n'y a pas que de la théorie, il n'y a pas que de la philosophie, il y a effectivement des affaires concrètes qui marchent et qui sont extrêmement utiles. Lecture, reconnaissance de l'écriture manuscrite, bon, c'est la même chose. On a passé des décennies avant même les ordinateurs pour savoir comment on pouvait, de manière électronique et automatique, les reconnaître. Ça marche à peu près. Siemens actuellement traite 42 000 lettres à l'heure pour la lecture des lettres pour les postes, avec un taux de rejet de 10% à 30%. Il y a 9 machines à Cestas qui traitent tout ça, et c'est quelque chose d'opérationnel qui permet d'économiser du temps et quand même des activités pénibles pour les humains, ce qui est quand même pas mal. Alors dans le taux de rejet, évidemment, comme d'habitude, et on verra ça au fur et à mesure de la conférence, il y a toujours un taux d'erreur dans les reconnaissances de forme, toujours. Ça peut être 10-9, ça peut être 10-1, ça peut être... mais il y a toujours de l'erreur de toute façon. C'est même la définition de l'intelligence artificielle, d'arriver à résoudre des problèmes qui ne sont pas formellement, qu'on peut décrire formellement. Alors, reconnaissance de visage. Bon, là aussi, Microsoft, Facebook et tout ça font des reconnaissances de visage. Les ministères de l'Intérieur et les polices, tout ça, l'utilisent aussi pour un certain nombre de choses. Et on arrive à un taux de réussite, là, à l'époque, c'était il y a un an, je crois qu'on a encore fait des progrès, de 97,25%, alors que celle de l'humain est de 97,53%. Mais c'est jamais 100%, bien sûr. L'homme non plus, c'est jamais 100%. Alors, il y a des systèmes de reconnaissance. Alors, on arrive à reconnaître donc la parole. On en a parlé. Apple, Google, Siri, vous connaissez bien. Et puis, on peut, avec des caméras, reconstituer. C'est quand même un peu de la reconnaissance de forme à la base, puisque c'est la forme, je
je dirais, c'est le traitement de forme qui permet de faire des corrélations, qui permet de mesurer l'altitude des reliefs, que ce soit le relief terrestre ou le relief lunaire ou de telle ou telle comète. Alors, l'autre intelligence artificielle, Logis6. Là, il ne s'agit plus de comprendre, de détecter, de comprendre et de reconnaître. Il s'agit de faire des démonstrations de théorèmes, des choses comme ça. Alors moi, ça me plaît beaucoup, ce théorème me plaît beaucoup. Quand j'ai fait de la recherche, donc il y a déjà quelques décennies, c'était l'exemple que je mettais en avant. Le théorème à démontrer, c'est un triangle isocèle et les angles à la base égaux, B et C. Classiquement, les étudiants, avant, et moi aussi, ce que je faisais, on mettait la médiane AM et on disait les deux triangles ABM et ACM sont égaux. Hein, AB égale AC, AM est commun, BM égale MC, donc les deux triangles sont égaux, donc les deux angles à la base sont égaux. On a donné ça à l'ordinateur qui a dit non, quelque chose de plus intelligent. Je prends le triangle ABC et le triangle ACB. AB égale AC, AC égale AB, BC égale CB. Donc les deux triangles sont égaux. Donc l'angle ABC est égal à l'angle ACB. Voilà. Donc il a trouvé une démonstration que l'homme n'avait pas trouvée et beaucoup plus élégante que l'homme. Et moi, ce genre de choses me plaît beaucoup. Voilà. Et maintenant, c'est cette démonstration-là qu'on fait à l'école, d'ailleurs. Vos petits-enfants doivent l'utiliser. Bon, alors là, je vais passer sur les jeux d'échecs, de dames, etc., dans lesquels, peu à peu, les ordinateurs gagnent. Bon, alors, comment ça marche? Comment ça marche? Alors là, il ne s'agit pas de détecter des choses, ça n'a rien à voir avec la reconnaissance des formes. Pour l'instant, on verra tout à l'heure que oui, mais pour l'instant, non. Il s'agit simplement de parcourir l'ensemble des possibilités. Quand vous jouez aux échecs, vous pouvez jouer un coup, mais à ce moment-là, si vous jouez tel coup, l'autre joue un coup, etc. Donc il y a tout un ensemble, une arborescence, comme on dit, de possibilités qu'on peut analyser, et à la fin, on se dit, bon, allez, j'en vois assez dans le futur de mes coups, je pense que ce coup-là doit être pas mal, je remonte en arrière, et ça me permet de diriger ma tactique locale. L'ordinateur le fait très bien, avec des procédures, parcours d'arborescence, ça s'appelle minimax, alpha, bêta, en améliorant encore, etc. Et à la fin, il y a quand même une certaine intuition, hein, j'appelle ça intuition. L'homme a une intuition, effectivement, hein, les champions vont quelquefois jusqu'à une vingtaine de coups d'avance quand ils savent que c'est une possibilité intéressante à fouiller. Et à la fin, ils disent la situation est bonne parce que j'ai plus de pièces ou j'ai plus de ceci, de cela, les positions sont meilleures. Donc il y a une espèce d'intuition qui fait qu'il remonte et à la fin, il prend la bonne décision et il le fera à chaque fois qu'il a à jouer. Bon. Et à part ça, c'est quand même extrêmement logique. Pour démontrer un théorème, c'est la même chose. Il y a un ensemble de possibilités. On dit, voilà, il y a ceci qu'il faut démontrer. Donc si je prends tel théorème avec telle hypothèse, je peux arriver à ça, etc. Avec une certaine intuition, on dirige les choses. Mais comme l'ordinateur, en fait, travaille très vite, il peut parcourir les arborescences de manière beaucoup plus facile que l'humain, mais il a une intuition beaucoup plus faible pour l'instant. Et ça marche très bien avec les ordinateurs. La preuve, Garry Kasparov a perdu en 1997. Alors là aussi, c'est un truc qui me plaît pas mal. Terry Winograd, j'avais fait une conférence, j'avais été invité au MIT faire une conférence sur mes recherches à l'époque, et j'avais rencontré Terry Winograd, espèce de fou furieux, qui avait son lit dans son bureau au MIT, qui avait un vélo pour sortir, et puis qui n'en sortait pas, il était devant son ordinateur en permanence. Bon. Et il avait réussi à gérer un monde de cubes et de pyramides. Alors c'est un monde restreint évidemment, mais enfin, on lui mettait à l'ordinateur une répartition de cubes creux, cubes pleins, des pyramides et des couleurs différentes, et on parlait à l'ordinateur, hein, et on lui disait, prends un gros bloc rouge par exemple, et Srudlu, alors oui, ça c'est la folie de Terry Winograd. Srudlu, on s'est toujours demandé d'où ça venait. En fait, à l'époque, c'était les machines à écrire américaines
où c'était la suite des lettres sur lesquelles il fallait tomber. La première ligne, vous voyez, il y avait S, H, R, D, L, U. Il s'est dit, je vais appeler mon programme Schlordu, et c'est parti comme ça. Et donc l'ordinateur dit OK, il comprend ce que ça veut dire, prend le gros bloc rouge, la personne attrape la pyramide, je ne comprends pas de quelle pyramide vous parlez, la personne change d'avis, trouve un bloc plus grand que celui que tu tiens et mets-le dans la boîte. Par le, je suppose que vous voulez dire le bloc plus grand que celui que je tiens, OK, etc. Voilà, tout ce dialogue, non seulement l'ordinateur comprenait ce que l'humain disait, mais ensuite il comprenait la sémantique et il savait si ça se posait des problèmes, il lui répondait et il y avait non seulement un dialogue, mais il faisait l'action que lui demandait l'humain. C'est absolument remarquable. On n'a pas fait, enfin, on a fait mieux évidemment, mais dans ce domaine précis, à l'époque, on pouvait le faire parce que c'était un domaine très petit, alors que maintenant, ce qu'on demande, c'est dans des domaines beaucoup plus grands qui posent un problème énorme. Alors, le GPS. Alors, le GPS, c'est ce que tout le monde appelle GPS, c'est la machine que vous avez dans votre voiture. En fait, le GPS, c'est le satellite, il ne faut pas oublier. Hein. Et le satellite étant là, on l'utilise avec des machines dans votre voiture et les gens appellent la machine GPS. Bon, voilà. Moi aussi, je l'appelais comme ça. Le système, c'est un système ordinateur qui traite les données qui viennent de ces satellites de positionnement, qui fait, je dirais, un recalage et qui en déduit où il est. Et le système calcule quel est le meilleur chemin le plus rapide. Et ça, c'est une méthode qu'on appelait avant l'intelligence artificielle recherche opérationnelle. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est aussi complexe qu'un jeu d'échecs parce que l'ordinateur ne peut pas analyser toutes les positions. Donc il faut orienter, comme quand on joue aux échecs, de manière intuitive aussi, pour chercher le meilleur chemin. Et là, ça devient de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la recherche opérationnelle est une branche de l'intelligence artificielle actuellement. Et là encore, eh bien, notre système GPS de voiture se trompe. Vous l'avez remarqué certainement. Alors, le réflexe des conducteurs disent il y a un bug. Il n'y a pas de bug, non. C'est la méthode qui est comme ça, qui arrive à des erreurs. Et quelquefois, rarement, mais ça arrive, et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, hein, que je sache que le trajet qui n'est pas celui qu'on m'a donné était plus court que celui que le GPS m'avait donné. Mais ça, c'est l'ordinateur lui-même qui ne travaille pas de manière rigoureuse et donc en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà, alors donc, avant c'était les deux, et l'apprentissage est arrivé. Alors là, je vais passer sur les apprentissages divers, j'y ai travaillé évidemment, et le perceptron de gauche, voilà, qui était cette fonction linéaire, on le multipliait en mettant plusieurs choses, effectivement. Aussi, il y a une autre idée, c'était au lieu de prendre les additions et les multiplications, ça c'est la table d'addition, vous avez remarqué, bon, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas prendre un autre opérateur qui n'est ni une opération multiplication ni addition, mais une opération qui a une autre table, qui n'a aucun nom, mais on peut estimer que cet opérateur-là, dans une structure de ce style, peut justement être beaucoup plus efficace encore que les additions et des multiplications. Et c'est toutes les idées je dirais, d'apprentissage qui datent depuis l'arrêt du perceptron, qui se sont développées et qui sont arrivées justement à l'apprentissage profond dont on parlera tout à l'heure. Alors il y a quelque chose qui m'a... alors là l'image est à sauter, là il y a une belle image dans laquelle, à l'époque, là c'était mon équipe de recherche qui avait fait ce travail, et on avait deux types de formes, une matrice avec 2 points, et il y avait les formes points près et les autres points éloignés, hein, un grand segment, un petit segment, et on disait il faut que l'ordinateur reconnaisse les 2 formes. Et on disait à l'ordinateur, bon, je te donne les coordonnées des points, x1, x2, x1, y1 et x2, y2, et tu vas me trouver la fonction qui permet de déterminer quels sont les points qui sont proches et les points qui sont éloignés. Et on lui disait, tu vas faire
Hasard et nécessité, hein, c'était la sortie du bouquin que vous connaissez bien, Le hasard et la nécessité. Et très vite, il a dit, bah oui, l'opérateur qui est bon, c'est x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré qui est bon. C'est-à-dire qu'en utilisant une fonction que j'appelais, moi, information utile pour reconnaître, avec des probabilités conditionnelles. Et donc, en conclusion de ça, on avait trouvé un ordinateur qui, de manière intuitive, c'est-à-dire en faisant des aléas, hein, en piochant aléatoirement, mais avec une évaluation du résultat, convergeait vers quelque chose que normalement on démontre logiquement. Les humains le démontrent par théorème de Pythagore. Et donc, on est dans un cas où l'ordinateur était intuitif et l'humain était rationnel, ce qui m'amusait beaucoup. Oui, alors là, je passe sur les fonctions anthropiques et informations utiles, c'est pas la peine. Et donc, Yann LeCun qui est breton, comme son nom l'indique, français, et il a un pied à Paris et un pied à New York. Il est professeur à l'université de New York, et il a été professeur au Collège de France, et il est le responsable de l'intelligence artificielle à Facebook. C'est quelqu'un de remarquable, et c'est lui, avec ses collègues américains, qui a inventé le deep learning. Alors là aussi, quand j'entends que les Américains sont plus forts que nous, je suis désolé, celui qui a inventé le deep learning est en français. D'accord, il est breton, enfin, puis il est français. Hein. Voilà. Alors, le deep learning, c'est un peu, si vous voyez le perceptron multiple de tout à l'heure, c'est je dirais, il utilise non seulement les fonctions, donc plus, moins multipliées, mais d'autres fonctions de manière aléatoire, et en faisant des parcours dans la structure complexe qu'on peut symboliser par ça, un parcours pour adapter tout un tas de paramètres à l'intérieur, créer des opérateurs pour qu'à la fin, on reconnaisse effectivement les formes correctement. Et là, je dirais, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire dans la programmation de l'intuition chez les ordinateurs. C'est-à-dire que là, ça n'est pas un modèle qu'on simule par l'ordinateur pour reconnaître telle et telle forme. On essaie de trouver quelque chose d'aléatoire qui marche. On constate que ça marche à tant %. On est content, on l'utilise et c'est très bien. Voilà. Alors les gens disent « Ah, mais c'est honteux, on ne sait pas pourquoi ça marche ». Est-ce qu'on a besoin vraiment de savoir pourquoi ça marche si on veut quelque chose qui marche avec une certaine probabilité et qu'on sait que c'est une certaine probabilité? Jamais comme ça on trouvera 100% d'erreur, de réussite évidemment, mais ça peut marcher dans la plupart des cas concrets. Voilà. Alors, l'apprentissage profond est excellent pour construire des opérateurs de classification avec données d'entrée et classification en sortie. Lorsqu'on a un nombre important d'expériences, des milliers sinon des millions, et lorsqu'on ne connaît pas précisément les relations élémentaires qui définissent les formes. Mais ils ne permettent pas, par exemple dans les formes dont j'ai parlé tout à l'heure, des points près et des points loin, il est incapable, en voyant une matrice de 0 avec des 1, il est incapable de dire c'est les coordonnées des 1 que je vais prendre comme critère. Il est incapable de le dire, vous voyez ? Et ça, c'est justement le saut technologique qu'il faudra faire, d'avoir des opérateurs qui recherchent les formes plutôt que des opérateurs avec des entrées et des sorties, je dirais comme on le fait dans l'apprentissage profond. Alors l'IA actuelle, donc les deux se sont rapprochés. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle avec un grand I. C'est donc dans la reconnaissance des formes, de même que pour le voilier de tout à l'heure, on parcourt une arborescence pour aller piquer telle et telle forme pour dire à la fin c'est telle forme. Bon. Et inversement, l'IA logistique, c'est quand elle démontre un théorème ou qu'elle joue, il y a une partie intuition, et l'intuition de dire sur une situation qui est là, je dis qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne, c'est une forme qu'on reconnaît, hein, la forme bonne ou pas bonne,
Et c'est donc, en fait, l'intuition des logisticiens en intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance des formes déjà. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, développé. Et si le champion de Go, Lysidol, il y a 3 ans, a perdu contre un ordinateur, c'est parce que dans le programme de jeu de Go, on avait fait je dirais, un calcul de l'intuition des fonctions d'évaluation, à la fois des situations, mais aussi des branches à analyser, en utilisant l'apprentissage profond. Donc c'est grâce à l'apprentissage profond en reconnaissance des formes qu'on a pu, je dirais, gagner au Go et qu'on a fait développer l'intelligence artificielle en général. Alors maintenant, vous connaissez les voitures intelligentes qu'on est en train de construire. Je suis pessimiste sur la rapidité avec laquelle on va pouvoir les utiliser, à mon avis, on en parlera tout à l'heure. Les robots d'aide ménagère ou familiale, les robots planétaires, les systèmes de sécurité qui détectent des intrus, etc. Bon, là, ça se répand énormément. Et on commence à avoir 2 types de systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a les systèmes qui sont des systèmes qui pilotent la sécurité des personnes et dont les décisions qui peuvent être prises sont des décisions qui impliquent la vie des personnes. Et puis celles qui ne le font pas, par exemple reconnaître un visage sur Internet pour aider l'ami de votre fils à reconnaître un copain dans telle soirée. Il n'y a pas de mort d'homme là-dedans. Et c'est ça surtout qui se développe. Là où il y a un problème de sécurité, il y a des problèmes tels que ça va être beaucoup plus lent à se développer. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors, il y a la voiture, il y a le brave robot, évidemment. Et puis, il y a le truc à droite. Alors ça aussi, je peux en parler. C'est un robot tueur qui est... Alors, je ne sais pas si c'est l'américain ou le coréen, mais les Coréens utilisent des robots tueurs pour surveiller la frontière entre les 2 Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. Dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, eh bien, le robot détecte et puis tire, parce qu'ils ont décidé qu'il n'avait pas le droit d'être là, etc. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est totalement illégal, totalement contraire à la légalité du droit de la guerre. Hein. Dans le droit de la guerre, ce genre de choses, parce que comme on le verra tout à l'heure, dès qu'il y a intelligence artificielle, il n'y a jamais 100% de succès. Hein, on l'a dit un peu, mais on le dira encore un peu plus. Et à partir du moment où il n'y a pas 100% de succès, on n'a pas le droit d'utiliser l'armement. Il n'y a que l'homme qui peut déclencher les choses et c'est lui qui est responsable. Alors, il y a des tas de... Bon, on ne peut pas empêcher certains pays de faire des choses illégales. Il y a des choses qui se passent au Moyen-Orient. D'ailleurs, je tairai le nom des pays dont il s'agit, évidemment. Mais je crois que légalement, le problème n'est pas tellement technique que légal et politique pour que ces choses-là soient utilisées ou pas, quand on ne devrait pas les utiliser. Voilà. Alors, définition de l'IA. Moi, j'entends des tas de choses dans tous les sens, hein, et il faut quand même que certaines personnes, je dirais, soient rigoureuses. Quand un problème d'ordinateur est rigoureusement défini par un modèle logique, ça s'appelle de la programmation. Voilà, on programme le modèle, et s'il y a une erreur, ça peut être un bug de l'ordinateur, très bien, mais c'est normalement un bug, le modèle n'est pas bon, n'est pas adapté à la situation, etc. Mais la méthode de programmation, c'est la programmation classique, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Quand on n'a pas de modèle rigoureux de solution, eh bien ça s'appelle de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi on ne peut pas avoir de modèle rigoureux? Ça veut dire qu'on n'a pas le schéma, on ne l'a pas encore trouvé. Exemple, un pilote dans un avion qui par hasard fait la traversée de l'Atlantique entre Rio et Paris et qui voit sur son écran radar qu'il y a un orage devant lui et qui bêtement décide de passer quand même parce que ce n'est pas dangereux, eh bien, s'il y avait un ordinateur qui
je dirais, qui traitent l'image et qui prennent la décision que c'est dangereux ou pas, c'est quelque chose qui se tromperait au moins autant qu'un humain, et aujourd'hui certainement beaucoup plus, mais il n'y a aucun modèle mathématique, ni physique, qui permet de dire, en regardant une image, c'est un orage dangereux ou pas. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Par contre, s'il y a si un pilote allemand qui veut se cracher sur les montagnes de Haute-Provence et qui se crache, bon, si on mettait un programme qui, dans l'ordinateur, qui est le modèle du terrain, rigoureux, la position de l'avion, sa vitesse et tout le modèle de l'attitude et du mouvement de l'avion, il pourrait, je dirais, mécaniquement déterminer que dans X secondes, ou X dizaines de secondes, je dirais, il va se cracher et commander quelque chose du style détecter l'aérodrome le plus proche et s'arranger pour aller y atterrir, ce qui est tout à fait possible. C'est un directeur technique d'Airbus qui me l'a dit que c'était tout à fait possible, on pourrait le faire. Tout ce système qui est très complexe, j'ai entendu des personnes qui disaient que c'était de l'intelligence artificielle, ce n'en est pas. C'est de la programmation, parce que le modèle est clair, précis, et on l'utilise, et c'est très bien, et ça peut marcher. Malheureusement, dans ce cas-là, on ne veut pas l'utiliser. Je crois qu'il y a un problème avec les pilotes d'avion qui ne sont pas d'accord. Bon, donc voilà un peu la définition de l'intelligence artificielle. Et on va alors, maintenant, l'ingénierie, il y a des idées générales, je ne vais pas m'étendre là-dessus tellement, en fait. Il y a tout un tas d'outils qui existent déjà de bien avant, encore une fois, les ordinateurs, qu'on peut utiliser. Et quand on veut construire un système, eh bien, je dirais, où il faut avoir, comme souvent, quand on développe quelque chose, il faut ce qu'on appelle un ensemble de données d'apprentissage et données de test. C'est-à-dire que vous construisez un système en vous appuyant sur un certain nombre de données que vous avez fait, et vous êtes très content parce que ça marche sur ces données-là. Mais pour prouver vraiment que ça marche réellement, il faut que sur d'autres données que vous avez prises par ailleurs, ça marche aussi et avec telle probabilité. Donc il faut partager les données en ensemble d'apprentissage et de tests, et il faut le faire rigoureusement pour que ça soit totalement représentatif de l'utilisation du système. Vous utilisez votre bon sens, l'ordinateur classiquement, avec les méthodes d'IA ou de recherche opérationnelle existantes. Et puis si ça ne suffit pas, vous prenez l'apprentissage profond avec les données d'apprentissage que vous avez et vous peaufinez justement le système grâce à cet apprentissage. Quand ça marche, très bien. Quand ça ne marche pas, vous revenez en arrière et vous recommencez. Voilà. Ça, c'est l'ingénierie habituelle. Le critère étant la probabilité in fine que vous cherchez du succès de ce système. Alors, il y a des risques de mauvais fonctionnement. Les buts ne sont pas complets parce que vous dites à l'ordinateur, bon, il faut que vous fassiez ça dans tel ou tel but. Bon, vous en oubliez un, et à ce moment-là, expérimentalement, au bout d'un mois ou deux, ou 3 semaines, ou 3 jours, vous voyez que il s'est trompé, il s'est planté, et vous dites, j'ai oublié un but, etc. Donc, il y a la finitude des buts que vous voulez qu'il traite soit là. Bon. Il y a un système qui se retrouve dans une situation où 2 buts sont contradictoires. Alors, vous avez tous vu, j'imagine, ou presque, la machine HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel notre brave ordinateur a eu 2 buts contradictoires. On lui avait dit au départ, tu sauveras l'équipage. Ça, c'est ta mission principale. Quand il y a un problème, tu les secourras. Problème numéro 1. Et puis, à un moment donné, on lui dit, il faut que tu ailles à Jupiter. Et il a réalisé qu'allant à Jupiter, c'était tellement dangereux que justement, l'équipage mourrait. On lui a donc donné 2 buts qui étaient incompatibles. À ce moment-là, comme on dit, il pète un plomb. Alors, je ne sais pas s'il avait un plomb
l'ordinateur dans la tête, mais en tout cas, il a pété un plomb et il est devenu, il a craqué psychologiquement et il a détruit l'équipage, sauf le héros évidemment, qui fait que le film se termine. Alors on ne sait pas s'il se termine bien ou pas, mais enfin, il se termine avec ce héros en tout cas à la fin. Alors, les problèmes généraux de l'IA actuelle. Alors, au plan technique, bon, les travaux vont progresser, l'apprentissage sera utilisé de plus en plus, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de points durs, en particulier celui dont je parlais tout à l'heure, qui est aller chercher des formes qui sont telles que et prendre leurs paramètres pour les mettre dans l'algorithme de reconnaissance. Ça, on ne l'a pas fait. On patine là-dessus depuis des années. Est-ce que l'apprentissage profond, en le programmant différemment, on y arrivera? J'en sais rien. Peut-être, mais enfin, on essaye. Je pense que Yann Lecu n'est pas idiot. Il doit s'y atteler, bien sûr. Au plan sociétal. Alors, au plan sociétal, il y a quand même des problèmes. Avant l'accident, voilà, il y a un article de... oui, il faut que je me dépêche un peu. Il y a un article scientifique américain, travaillant avec d'ailleurs des Français de Toulouse d'ailleurs, qui ont étudié le problème suivant. Vous êtes sur une route de corniche et vous avez une voiture autonome et vous vous reposez derrière et vous avez votre famille avec vous. Bon, il y a des scouts qui traversent d'un seul coup. Qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va écraser les scouts et sauver la famille, ou il va éviter les scouts et cracher la famille dans le précipice. Bon, on ne sait pas, mais si j'étais moi le conducteur ou l'acheteur du véhicule, j'aurais posé la question à mon, vendeur de voiture. Je lui aurais dit, si je suis dans cette situation-là, que fait l'ordinateur? S'il me répond, vous écrasez les scouts, je dis ok, d'accord. S'il me dit que je crache ma voiture, je ne lui achète pas la voiture. Bon. Et il est évident que sachant ça, tous les journalistes vont arriver, les philosophes, tout ce que vous pouvez imaginer d'intellectuels, disant c'est un problème, comment on va le résoudre, et le système sera bloqué. C'est clair. Il faudra trouver une solution avec derrière, tapis dans l'ombre, les assureurs qui auront leur opinion sur le sujet et qui vont forcément augmenter leurs primes de manière considérable. Bon. Alors, les robots autonomes militaires, j'en ai parlé déjà. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut signaler. Là, le temps, on a mis 20 ans ou plus pour que le métro parisien soit automatique. Il n'y a aucune intelligence artificielle dedans. C'est simplement, en technologie, c'est un ascenseur qui est horizontal. C'est la technologie qui correspond. Malgré ça, on a mis 20 ans pour autoriser l'utilisation de ce métro, etc. Alors, je pense que pour les voitures autonomes, vraiment autonomes, on mettra largement autant de temps, parce que c'est en plus beaucoup plus dangereux qu'un ascenseur et qu'un métro. Et donc là, il y aura un problème, malgré l'optimisme de certains. Je pense qu'il y aura tout un travail à la fois juridique, politique, technique et autres qui devront se passer. Bon. Donc, ça c'est alors interface homme-machine. Bon. Alors, j'entends dire, grâce à l'Académie de l'air et de l'espace, que les pilotes, depuis quelque temps, à force d'avoir des automatismes dans leur avion, eh bien, la DRH d'Air France se disait que les pilotes, leur qualité de pilotage était moins bonne que celle des pilotes d'il y a 10 ou 15 ans, parce que ils jouaient aux jeux vidéo, mais ils ne connaissaient pas, la physique du vol, et ils sentaient beaucoup moins qu'avant les réactions physiques de leur avion, et que c'était l'une des nombreuses raisons. Ce n'était pas la principale, mais enfin c'était une des raisons du crash du Rio-Paris. Alors là aussi, pour les voitures et pour toutes les autres, il faut se méfier du fait que justement, si les capacités humaines décroissent en parallèle, il faut le gérer. Voilà. Alors, l'IA forte. Alors, l'IA forte. Là, tout ce qu'on a actuellement, c'est de l'IA qu'on appelle faible.
C'est-à-dire qu'on fait un peu de... C'est des algorithmes classiques avec des outils classiques et de l'apprentissage profond qui est que de l'intuition. Mais arriver à de l'apprentissage complet dans lequel on détecte qu'il y a une nouvelle forme, on détecte que cette forme, c'est tel lien entre les formes en dessous, etc. Arriver à ça, on n'y arrive pas et il faudra beaucoup d'années, sinon plus, pour y arriver de manière automatique. Ce qu'on peut faire, c'est programmer le truc au mieux dans des je dirais, des univers comme les cubes de tout à l'heure, des univers qui sont tels que, bon, il y a des utilisateurs dans cet univers qui peuvent acheter le système, mais de manière générale, on est très, très, très loin de l'intelligence humaine, si ça peut vous rassurer. Alors, mais évidemment, tous les chercheurs se disent, un jour, on trouvera tout ce qui manque pour l'intelligence artificielle qu'on appellera forte à ce moment-là, qui recommencera à ressembler à l'intelligence humaine. C'est vrai. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra de nombreuses décennies. Voilà, je suis prudent. Hein, de nombreuses décennies, quelquefois je dis même très nombreuses décennies, pour arriver à ce genre de choses. On arrivera peut-être rapidement dans des univers très petits à faire quelque chose effectivement qui marche très bien. Hein. Quand je vois en particulier, je faisais une visite à l'hôpital récemment, là, rassurez-vous, c'était pas grave du tout, c'était un check-up simplement. Le médecin cardiologue avait trouvé que, bon, rassurez-vous, là encore pour moi, mon cœur marche très bien, merci. Et je l'ai vu prendre un micro et parler devant le micro en me racontant son diagnostic. Et je croyais que c'était un dictaphone. Eh bien, pas du tout. Une fois que c'était terminé, il appuie sur un bouton, il a cliqué, sorti la feuille, et la feuille sortait. C'était vraiment formaté parfaitement, le diagnostic, écrit sans faute d'orthographe, parfaitement mis en page, etc. Le chapeau, je dis, c'est remarquable. Bon, dans ce genre de domaine, c'est un domaine médical où les mots médicaux sont répertoriés. C'est la cardiologie. L'homme qui parle, il s'est entraîné devant sa machine et la machine s'y est habituée. Ça marche très bien. Mais on aura des centaines ou des milliers de machins comme ça qui marcheront, mais jamais la machine de mon médecin pouvait répondre à une de mes questions sur je ne sais pas quoi. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Hein. Alors, l'IA forte disposera d'une mémoire de nombreuses heures de grandeur supérieure à la situation actuelle de l'IA. Elle apprendra à apprendre. Elle découvrira des formes et des concepts que l'humain n'a pas définis au départ et elle apprendra à les découvrir, à les tester. Et on pourra estimer qu'on se rapprochera de l'intelligence humaine. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut imaginer dans le fonctionnement de l'IA forte. Vous vous rappelez, mon martien qui regarde le voilier, il va chercher un contour, il va chercher un triangle, il va chercher des choses, il les détecte, etc. Il y a un aller-retour entre aller chercher et détecter qui est permanent, je dirais. Hein. Et en parallèle, on peut imaginer que je dirais, dans sa mémoire, il y a des connexions qui sont telles qu'il va chercher comme un ordinateur, d'ailleurs, dans sa mémoire, qu'est-ce qui est caractéristique de telle et telle forme pour dire c'est la même. Vous voyez ? C'est-à-dire que de manière parallèle, on agit sur l'extérieur et on agit sur l'intérieur pour faire un fit entre l'intérieur et l'extérieur pour qu'à la fin du process, je dirais, à l'intérieur, il y a une représentation de la réalité extérieure qui correspond à l'ensemble de l'arborescence des formes que le martien vient de détecter. Donc cette espèce d'aller-retour action-détection où, à l'interne, action et recherche de formes de référence pour ce qu'on observe, c'est vraiment typique de ce que devra faire l'intelligence artificielle forte dans un futur lointain. Voilà. Et ça, pour y arriver, je peux vous dire que ça va prendre du temps, hein, parce qu'il faut que
il y a une mémoire qui mémorise quasiment toutes les formes possibles, tous les concepts possibles qu'on a en tête. Et là, il faut multiplier par 1 million à peu près ou 1 milliard le nombre de connexions informatiques qu'il faut avoir pour faire la même chose que l'humain. Alors, il y a des gens qui sont en avance dans tout ce process, c'est les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, etc., qui ont des bases de données gigantesques, qui arrivent à faire des choses remarquables, absolument extraordinaires. Quand vous mettez un mot ou une expression, ils vont vous chercher dans le monde entier, dans toutes les quelques concepts qui correspondent. Alors évidemment, on est loin d'avoir une analyse sémantique des objets, mais leur gestion de recherche en mémoire, la gestion de la mémoire est avancée de manière considérable. Ce qui fait qu'il y a 2 avancées aujourd'hui que je trouve absolument extraordinaires qui servent de base au futur des recherches qui vont venir. Il y a d'une part l'apprentissage profond pour ce qui est de l'intuition, de la détection et de la reconnaissance, et les recherches en mémoire que font les GAFA, vous voyez, pour justement avancer dans la gestion de la mémoire de l'intelligence artificielle future. Mais entre les deux, il y a tellement d'autres choses à faire que ça va prendre du temps, encore une fois. Voilà. Bon, c'est ce que je viens de dire, justement. Alors, il y a la récursivité des opérateurs. Alors, Jacques Pitrat, dont j'ai été l'assistant à la fac à l'époque avec Jean-Claude Simon, il était extraordinaire. Il avait des idées c'est ces idées-là qui devraient réussir maintenant, mais avec les ordinateurs actuels et pas avec ceux qu'il avait. Hein. Il a construit le programme CAIA. C'est l'abréviation de chercheur artificiel en IA. Ça veut dire qu'il s'était dit, bon, c'est pas la peine de chercher les opérateurs nous-mêmes d'intelligence artificielle, il faut que je demande à mon ordinateur de les trouver lui-même. Ça ira beaucoup plus vite que moi, hein, et il sera beaucoup plus inventif, il pourra faire des essais aléatoires beaucoup plus facilement, etc. Bon. Le problème, c'est que les idées étaient tout à fait excellentes, mais l'ordinateur ne suivait pas. Alors là aussi, GAFA, j'en ai parlé. Ah oui, l'apprentissage, par exemple, des pilotes. Alors on parle d'intelligence artificielle pour les pilotes d'aviation. Moi, je suis à fond contre, évidemment. À partir du moment où il y a une probabilité non nulle qu'il y ait un problème, donner une IA la responsabilité de conduire un avion de ligne, je dis non, je refuserai de montrer dans l'avion, c'est évident. Et j'espère qu'on ne le fera pas. Par contre, utiliser l'IA dans la gestion de la maintenance, la gestion des files d'attente, la gestion des opérations, etc., parfait, il n'y a aucun problème. Mais prendre une décision instantanée dans des situations qui sont inattendues ou exceptionnelles, là, actuellement, on arrive à une probabilité de 1 crash par million de vols. Arriver par un apprentissage profond, même élaboré, avoir la même probabilité qu'on a aujourd'hui, il faudrait 100 ou 1000 fois le nombre d'essais correspondants. Donc il faudrait faire 1 milliard d'essais pour faire des analyses statistiques correctes pour arriver à la même probabilité. Bon, je crois que ce n'est pas la peine d'y arriver. Par contre, on peut avoir des systèmes qui aident le pilote, comme d'habitude, hein, et que quand il y a des choses dont il a besoin, mais qui n'influent pas sur sa décision instantanée, là, on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente, avec les probabilités qui conviennent, évidemment. Hein. Alors, oui, bon, là, c'est pas la peine. Un futur possible. Oui, le futur possible, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y aura des noyaux d'intelligence artificielle dans un certain nombre de domaines, avec des big data qui seront, je dirais, sur lesquels ces systèmes IA seront abonnés. Et nous, là-dedans, derrière, on utilisera l'ensemble de manière intelligente, et simplement, il faudra le gérer. Et je dirais, c'est un peu comme la voiture
et l'avion, hein, la voiture qui a remplacé le cheval et qui a d'autres qualités que le cheval, plus rapide, plus ceci, cela, mais enfin moins, il a d'autres défauts peut-être. L'avion aussi, il voulait imiter l'oiseau, il a d'autres qualités que l'oiseau, il nous sert pas mal. Ben, l'ordinateur voulant imiter l'homme, c'est un peu la même chose. On aura quelque chose qui sera différent, mais on arrivera à le domestiquer. Simplement, il faut faire attention. Alors justement, faire attention, c'est un peu les idées que je mets dans cette présentation. Hein, les dangers, évidemment, c'est Matrix, hein, le film américain qui les ordinateurs prennent le pouvoir, guerre contre les hommes, etc. Et ils gagnent, évidemment. Bon. Alors d'abord, je dis qu'il faut y réfléchir dès maintenant. Et je dis qu'il faut absolument qu'on développe la concurrence entre les systèmes. Le fait qu'il n'y ait que Google, Amazon et leur équivalent en Chine, ça fait une concurrence qui est largement insuffisante. Il en faut beaucoup plus et qui est vraiment une concurrence entre toutes ces big data et qu'il faut gérer, je dirais, comme on gère la concurrence. Bon. Il faut différencier les univers et les responsabilités de chaque machine. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il faut y aller effectivement en suivant le naturel, mais en insistant dessus. Ne pas chercher à avoir des machines qui fassent tout et qui se pluguent sur Google pour avoir une intelligence globale, par exemple. Il faut gérer intelligemment la vie et la mort des machines. C'est comme ça que l'humanité survit, parce que nous mourons et on fait des naissances. Hein. C'est comme ça que l'humanité survit et c'est reconnu par tous les philosophes. Si on vivait, je dirais, comme on dit, ad vitam aeternam tout le temps, il y aurait un problème et c'est la société qui s'écroulerait et c'est la société qui mourrait elle-même, quoi. Tout meurt et renaît, tout. Que ce soit les hommes, les sociétés, les idées, les ordinateurs, tout. Voilà. Et c'est ça qui fait que ça survit et il faut que l'intelligence artificielle soit gérée de la même manière. Alors, sentiments et émotions des machines. Alors, il y a un chercheur dont je parlais peut-être encore tout à l'heure, Alain Cardon, qui est toujours vivant, qui est un psychologue, mais qui s'est attaché à tous les problèmes psychologiques de conscience, etc. Bon. Et il a réfléchi sur l'apport des sentiments et des émotions dans les machines. Comment faire pour leur donner des émotions et des sentiments. Et il a réfléchi, il a écrit, à un moment donné, il a même écrit un bouquin de 450 pages. Bon. Et il s'est dit, c'est pas possible de laisser partir un truc comme ça, parce que si on fait ce que je préconise pour effectivement mettre les sentiments et les émotions dans les machines, c'est la meilleure manière que ça pousse les